Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Kingdom, saison 5, épisode 11, la retraite brigantale, la mort de Barnaby et le sifflet maudit. Dans le vacarme de la bataille, un son inattendu fendit l'air. Un sifflet, aigu, perçant, presque irréel dans ce chaos. C'était le signal. Le fameux sifflet de la retraite brigantale. Un son ancien, presque mythique, utilisé autrefois par les bandits pour indiquer que tout était perdu, qu'il fallait fuir. Ce sifflet, c'est Raido et Zeno qui l'avaient déclenché. Et dès qu'il retentit, un silence étrange s'abattit. Pendant une demi-seconde, le champ de bataille sembla se figer. Puis, comme si ce simple son avait brisé l'équilibre du monde, tout bascula. Les soldats de Kanki, habitués à ce code, réagirent aussitôt. Mais pas avec ordre, non. Ils éclatèrent. C'était une débandade, une panique contrôlée, mais sauvage. Certains couraient en hurlant, d'autres jetaient leurs casques, leurs armes. On aurait dit une fourmilière qu'on venait de piétiner. Plus personne ne pensait à se battre. Plus personne ne regardait l'ennemi. Pour les soldats de Zhao, c'était incompréhensible. Eux, ils attendaient un affrontement frontal, une dernière charge, un assaut désespéré. Mais à la place, ils voyaient une armée se disperser dans toutes les directions, comme si une bête invisible les avait terrifiés. Et Gakukei, le général de Zhao, regardait ça sans voix. Son armée, elle, restait figée, incapable de décider si c'était une manœuvre ou un piège. Lui, il serrait les dents. Il connaissait Kanki. Il savait qu'il fallait toujours s'attendre à l'inhabituel avec lui. Mais ça, cette fuite grotesque, c'était au-delà de l'imagination. Puis, alors que le brouillard de poussière s'épaississait, Barnaby, un des officiers de Zhao, secoua la tête lentement, les yeux écarquillés. Et d'une voix incrédule, il lâcha « Mais j'ai jamais vu une retraite pareille. » Ça, le sifflet fusa dans l'air, ce vieux son des brigands. Il n'eut pas besoin d'être expliqué. Tout de suite après, les soldats de Kanki explosèrent en mouvement, pas une retraite rangée, une fuite, pure et brute. Les hommes se dispersaient en tous sens, certains trébuchaient, d'autres balançaient casques et armes. C'était sale, sauvage, animal. Du haut de sa colline, Gakukei observait ce chaos. Sa mâchoire se contracta de colère, puis il lâcha, furieux. C'est un manque complet de discipline. Mais presque aussitôt, un sourire ironique s'étira sur son visage. Il se pencha un peu en avant et lança mordant « Est-ce que vous savez au moins former une arrière-garde quand vous vous repliez, dégénéré d'Ukin ?» Puis il éclata de rire, rauque et moqueur. « Ah, ah, ah ! Vous êtes vraiment des macaques sauvages et sans cervelle. » Son regard s'embrasa. « C'est tellement pathétique que je commence à aimer Kanki. » Il se tourna vers ses hommes, le bras levé. « En avant! Ne leur montrez aucune pitié! Pourchassez-les! Écrasez-les sans merci !» Plus loin, sur une autre hauteur, Kanki se tenait droit, un vent léger soulevant sa cape sombre. Il était beau, calme, presque détaché. Son visage affûté ne montrait aucun doute. À ses côtés, Marin scrutait la scène. C'était la course enflammée de Raido et Zenobos. « C'est bien ça ?» murmura-t-il. Kanki hocha la tête tranquille. « Ouais. » Marin eut un petit rictus. « Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait presque gênant à regarder, cette retraite brigandale. » Kanki eut un fin sourire. « Ça rappelle des souvenirs, non ?» Marin acquiesça. « Oui. » Il regarda de nouveau la plaine, le ton plus sérieux. « Les deux unités se font probablement harceler par l'arrière, là. » Un petit silence s'installa. Bien joué de la part de Raido de l'avoir lancé avant qu'il soit complètement encerclé. Grâce à ça, il devrait pouvoir s'en sortir. « Pas vrai, boss ?» Kanki releva doucement le menton, un éclat amusé dans le regard. « Si ces enfoirés de Zhao croient qu'ils vont attraper Zeno et Reizo comme ça... » Il ricana, calme et moqueur. « C'est drôle. » Voilà. Gakukei fixe la plaine d'un regard dur, la mâchoire serrée. Sa voix, grave et tranchante, perce le tumulte ambiant. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en fuyant chacun de leur côté, ils subissent moins de pertes. À côté de lui, le stratège acquiesce doucement, l'air sérieux. « Tout à fait, boss !» Le vent soulève la poussière, emportant les cris étouffés des soldats qui se dispersent en chaos organisé. Kanki continue, le visage éclairé par un sourire froid. Quand nous avons échappé à l'armée de Qin, nos hommes sont devenus experts dans l'art de la fuite. De cette expérience est née une stratégie où chacun se disperse comme le vent.
Il marque une pause, observant la danse désordonnée des silhouettes qui s'éloignent. Oui, ceux qui se font attraper sont vite tués, mais pour chaque homme tombé, plusieurs s'enfuient. Ils courent si vite qu'ils n'hésitent pas à marcher sur les corps de leurs camarades. Au loin, des sabots frappent le sol dans un galop désespéré. Un soldat haletant murmure « Qu'est-ce qui se passe ?» Même les chevaux n'arrivent pas à les rattraper. Une peur palpable tremble dans l'air. Un autre soldat, la voix rauque, informe Gakokei « Monsieur, ces deux énormes hommes, qu'on croyait être leurs commandants, ont disparu de notre vue. » Un grondement s'élève alors. La colère rugit dans la voix de Gakokei. « Quoi? Impossible! Vous me dites que deux commandants ennemis ont filé sous nos yeux? C'est pas possible! » Le champ de bataille est jonché de corps, poussiéreux et ensanglantés. Parmi eux, Barnabil gît sans vie, la peau couverte de sueur et de terre. À ses pieds, son chat silencieux et immobile est décapité, son petit corps étendu sur le sol froid. Personne ne saura jamais si c'est Reizo ou Zeno qui a ôté la vie à Barnabil. Ce mystère flotte comme un voile sombre sur le champ de bataille. Un soldat loyal à Barnabil serre les poings, le cœur lourd. Puis Gakokei, d'une voix autoritaire, ordonne « Dépêchez-vous de les poursuivre et ramenez-moi leur tête. » Sa voix se fait plus basse, presque solennelle. « Il faut vous battre pour Barnabil et pour son chat. » Les cavaliers s'élancent. Le souffle court dans une traque acharnée, tandis que la poussière continue de tourbillonner, emportant avec elle la mémoire d'un combat sanglant. S'ils avaient mis en place une arrière-garde, on aurait juste eu à les suivre, mais là, ils se sont dispersés sans aucune logique. Dès qu'on les a perdus de vue, pour être honnête, on ne sait même plus si nos hommes vont dans la bonne direction, disait un soldat, la voix lourde de frustration et de fatigue. Gakokei, la colère brûlant dans ses yeux, répliqua d'une voix dure. « Envoyez plus d'hommes après eux. Ces deux chefs ne peuvent pas s'échapper. » La forêt, malgré le calme apparent, portait encore la lourdeur des combats. Reido avançait lentement, ses jambes lourdes, chaque pas pesant, accompagné d'un de ses soldats tout aussi épuisés, leur respiration rauque résonnant entre les troncs. Le soleil baissait, peignant le ciel d'orange et de pourpre. Soudain, une voix s'éleva derrière eux. « Reido! Reido !» C'était Zenon, entouré de ses soldats, eux aussi marqués par la bataille, leurs visages creusés par la fatigue et la tension. Zenon, essoufflé, demanda « Combien d'hommes avons-nous perdus aujourd'hui ?» Son soldat haussa les épaules, le regard vide. « Je ne sais pas !» Reido échangea un regard avec son compagnon, le silence lourd entre eux. Sans s'être donné rendez-vous, ils s'étaient retrouvés là, par hasard, leur chemin les ayant conduits au même endroit. Zenon esquissa un sourire fatigué. « On dirait qu'on pense à la même chose, Reido. » Reido répondit, la voix rauque mais pleine de résignation. « Ouais !» Le soleil disparaissait lentement derrière les collines, et la forêt semblait absorber la douleur et la fatigue d'une journée de combat. Sous la nuit dense, Reizo et Zeno avançaient, brûlant de cette rage contenue qui donne la force de renverser les destins. Toute la journée, l'armée de Zhao avait érigé ses camps, chaque poste une forteresse fragile bâtie avec soin. Mais sans attendre d'ordre, les deux lieutenants avaient pris l'initiative. Par derrière, dans l'ombre épaisse, ils surgirent, frappant vite et fort. Les sentinelles surprises tombèrent, leurs cris étouffés mêlés au cliquetis métallique des armes déchaînées. Le feu prit vorace, dévorant le bois sec des barricades, embrasant les toiles déchirées, la fumée noire montant en volutes épaisses et âcres, obstruant la lumière blafarde de la lune. Au camp de Genki, éloigné des flammes, sentit une fierté brûlante l'envahir. Ce n'est pas un ordre venu d'en haut, mais l'initiative audacieuse de Reizo et Zeno, un acte instinctif et courageux qui pouvait faire basculer la guerre. Leur audace mettait le feu à la nuit, traçant la voie d'une victoire inespérée. Non loin, Keisha et Gakurei, en quête de l'armée ennemie, furent pris de surprise par le vacarme soudain. Le crépitement des flammes, le tumulte des armes, tout leur indiquait que le combat venait de changer de visage. Leurs regards s'échangèrent, lourds d'interrogations, conscients que le fragile équilibre de la bataille était rompu. De leur côté, Kisui et ses soldats au cœur du brasier virent leurs fortifications tomber en cendres, leurs efforts anéantis. L'effroi, la stupeur, la peur s'inscrivaient sur leurs visages tandis que l'ombre de l'ennemi s'étendait.
implacable. Pendant ce temps, sous la pleine lune, dans le campement de Shin, l'atmosphère était tendue. Assis côte à côte, Shin et Karyoten, sa stratège, débriefaient la journée. Jamais ils n'avaient campé aussi près de la ligne de front, et la menace d'une attaque nocturne pesait lourdement sur leurs épaules. Ils savaient que cette nuit serait dure, que chaque instant serait une épreuve. Pour cela, ils imposèrent des règles strictes, patrouilles renforcées, vigilance constante et consignes claires pour remonter toute activité suspecte. Le silence du camp était chargé de cette tension sourde. Chaque soldat conscient que le calme d'avant la tempête pouvait voler en éclats à tout moment. La fumée, les flammes, les cris, les regards fiers ou effrayés se mêlaient, dessinant les contours d'une bataille où chaque geste, chaque décision pouvait changer le destin des hommes et des armées. Il y a un des soldats de l'unité Shin qui dit, d'une voix grave mais calme, « C'est la première fois qu'on campe aussi près de la lumière, dans une forêt aussi dense. » Autour de lui, les branches épaisses filtrent mal la clarté des torches, projetant des ombres étranges sur le sol humide. Un autre soldat lui répond, les yeux braqués vers l'obscurité entre les arbres. « Si les ennemis éteignent leurs torches, qui sait jusqu'où ils pourraient avancer avant qu'on les remarque? Ils vont vraiment nous attaquer ce soir. » Le craquement du bois dans le feu ponctue sa phrase. Un troisième soldat, plus posé, murmure avec assurance. « Karyoten l'a dit elle-même, c'est sûr. Mais ça va aller. Nous avons des gardes à tous les endroits. Nous devons nous reposer pour être en forme. En plus, avec Sting, qui est dans la forêt en tant qu'éclaireur, on n'a rien à craindre. » Puis, la scène change. Dans un espace un peu plus dégagé entre les arbres, des torches sont plantées dans le sol. Le vent léger les fait trembler. Un cavalier descend de sa monture, approche à pas rapides. Devant lui, Shin est debout, les bras croisés, l'air concentré. Un cavalier descend de sa monture d'un bond souple. Sa silhouette se découpe dans la lumière tremblante des torches. Il s'approche rapidement. « Shin !» lance-t-il. Shin se retourne sans surprise. « Shin, oui. Qu'est-ce qu'il y a ?» Le cavalier s'arrête, l'air concentré. C'est Sosui, un de ses lieutenants les plus fiables. C'était rapide, l'installation à l'est est finie. Shin hoche la tête. Oui, et en plus, celle de l'ouest ne devrait pas tarder à être finie. Sosui jette un coup d'œil autour, puis baisse un peu la voix. Et surtout, j'ai entendu dire que certains ne sont pas encore revenus. C'est vrai? On n'a toujours pas de nouvelles des 5 qui opèrent dans le sud, ni des 2 autres parties à l'est. Shin serre les mâchoires. Ouais, ils sont tous partis dans la forêt en tant qu'éclaireurs, et toujours aucune nouvelle. La tension monte d'un cran. Même le feu semble crépiter plus doucement, comme s'il écoutait. Suzui, inquiet, ajoute « Avec Kyokai devant et nous qui faisons demi-tour pour reprendre la colline, il y a maintenant un grand écart. Si l'armée de Zhao est maintenant dans cet écart, je crains que... » Shin le coupe en posant une main ferme sur son épaule. Kyokai pourrait être coincé derrière les lignes ennemies. Mais Sting, je suis sûr qu'il se cache dans la forêt, surtout qu'il a toujours fait ça. Une fois, on a mis 4 jours pour le retrouver. La tension est palpable dans l'air, chaque bruit dans la forêt semble amplifier l'inquiétude qui règne parmi les soldats. Vu qu'elle n'est pas encore revenue, c'est probablement le cas. Kyokai n'a qu'une dizaine de cavaliers avec elle, et j'espère de tout cœur qu'elle ne se fera pas capturer par l'ennemi. Mais elle n'est pas du genre à faire n'importe quoi, dit Shin avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Ce qui m'inquiète, c'est Sting. Car Sting, quand il se cache, même lorsqu'il voit des soldats alliés, il ne se montre pas. C'est comme s'il était devenu un fantôme, insaisissable et imprévisible. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.